Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité et merci de donner la parole aux victimes et à leurs familles. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner de ce qu'est la vie d'une victime de terrorisme. Madame Ibn a montré avec beaucoup de brio ce qu'on pouvait faire de la vie d'après. Malheureusement, tout le monde n'a pas sa force. Et je viens rappeler les difficultés que peuvent être celles des victimes de terrorisme, ainsi que le long combat qui est le leur. Si je fais ça, c'est aussi pour vous permettre de poser toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions sur ce genre de sujet, et il y a beaucoup d'idées reçues qui gagneraient à être éclaircies publiquement. Comme on vient de le rappeler, le 13 novembre 2015, je suis allé à un concert et je suis ressorti de là, j'étais victime de terrorisme. Je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais dans la fosse et la première rafale ne m'a pas touché alors qu'elle a touché les gens à côté de moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que, comme Madame la sénatrice, j'ai fait mes classes à Polytechnique et j'avais quelques réflexes qui me restaient militaires et donc je ne me suis pas relevé. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à sortir de la salle intacte physiquement. Et beaucoup de chance parce que j'avais une famille et des proches qui étaient là pour moi et parce que je suis rentré assez naturellement, sans m'en rendre compte, dans toutes les cases de l'aide aux victimes telles qu'elles devraient se produire. À savoir que 2 jours après les attentats, j'ai réussi à comprendre où je pouvais aller pour avoir une aide psychologique, que j'ai compris que je pouvais aller porter plainte, et que j'ai compris assez rapidement que l'État serait là pour m'indemniser et que je pouvais faire un dossier au fonds de garantie. J'ai aussi eu de la chance, et ça, je m'en suis rendu compte qu'après, parce que je rentrais dans une case simple. J'étais sur les lieux, on m'avait tiré dessus, j'étais une victime. Quand on a compris qu'il y a beaucoup plus que les victimes directes qui sont touchées par les attentats de terrorisme, on a envie de s'engager et de rejoindre une association pour aider ce qu'on pourrait appeler les victimes indirectes. Mais ce terme est un peu trop réducteur. Et notamment, nous sommes ici à l'invitation d'une société de sécurité et il y a beaucoup de gens qui sont touchés, notamment les agents de sécurité, notamment les policiers, les pompiers, tous les professionnels qui interviennent dans l'urgence, même les psychologues. Et l'association Life for Paris, dont j'ai la chance d'être président aujourd'hui, se donne pour mission de faire comprendre et de faire évoluer, j'allais dire la loi, tout du moins les pratiques, vis-à-vis des victimes, mais aussi des aidants, des familles de victimes et de tous les professionnels qui sont amenés à intervenir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer une association ? À quoi ça sert ? Une des chances dans le malheur des attentats du 13 novembre, c'est que nous sommes très nombreux à être touchés. Qui dit très nombreux à être touchés dit aussi beaucoup de survivants. Et les études psychologiques ont montré que la résilience se fait beaucoup mieux à plusieurs que tout seul. Et donc le but d'une association comme la nôtre est avant tout de regrouper les gens pour leur permettre d'avoir un parcours de retour dans la société. L'acte terroriste est une violence qui rompt le contrat social et qui fait des victimes des gens extérieurs à la société qui ne savent plus où trouver leur place, qui ont du mal à être dans des lieux publics, qui ont du mal à avoir confiance dans l'État, à avoir confiance dans la sécurité et à avoir confiance même dans les transports publics. Le but d'une association, c'est donc d'accompagner les victimes. Et comme on n'en a pas la force, c'est surtout de faire en sorte que les acteurs professionnels de l'accompagnement aient l'occasion d'accompagner les victimes. C'est ce qui est le plus important pour nous. Comment ça se passe ? Je vais être très terre à terre et vous décrire un peu toutes les choses qu'on fait. Je pense que c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe ici. Comme je l'ai dit, il y a vraiment plusieurs typologies de gens touchés par les attentats. Les victimes ont une aide nombreuse quand ils habitent à Paris. Quand ils n'habitent pas à Paris et que l'attentat a été commis à Paris, c'est difficile pour elles de trouver un service psychologique adapté avec un psychologue qui sache faire quelque chose. Si vous prenez l'exemple des attentats de Nice, encore plus difficile, la France a un déficit de pédopsychiatres depuis des années. Le nombre d'enfants impactés par les attentats de Nice qui n'ont pas pu voir un spécialiste, extrêmement élevé. Notre rôle, c'est d'aller voir l'État et de lui rappeler qu'il faut agir là-dessus.
Et c'est également de dire aux victimes qui viennent nous voir, allez voir telle association d'aide aux victimes professionnelles qui est là depuis 15 ans, qui a une liste de référents et qui sait faire. Notre combat, c'est aussi de nous dire, nous sommes forts parce que nous sommes ensemble. Même si nous avons des vécus différents, même si vous êtes blessé physique, plus que psychologique, si vous étiez à une terrasse, si vous étiez au Stade de France, pas au Bataclan, nous souffrons des mêmes maux, nous souffrons du même stress post-traumatique. Essayons de faire des choses ensemble, essayons de retourner à un concert ensemble. Allons boire un verre en terrasse. J'en parlais tout à l'heure, allons à l'Euro de football. Voilà, participons à des événements, retournons dans la société. C'est important. Ça, c'est le premier rôle d'une association de victimes, et c'est un rôle que personne ne peut réellement jouer à leur place, parce que le ressenti d'une victime est tellement complexe à décrire que le plus simple, c'est d'en parler à une autre victime. Ça a toujours été comme ça. Tous les rescapés d'attentats depuis les 20 dernières années vous diront la même chose. SOS Attentat, qui a été créé dans les années 80, était bâti sur ce modèle, que même si ce n'est pas le même attentat que vous avez subi, vous avez un vécu commun qui fait de vous comme des cousins éloignés et qui va vous permettre d'avancer ensemble. Voilà le premier rôle d'une association. Le deuxième rôle, c'est que nous avons une expérience et pas une expertise. Et nous en sommes tout à fait conscients. C'est là que quelqu'un comme Madame Ibziaten est vraiment incroyablement forte d'avoir su transformer cette expérience dramatique en une expertise dans le domaine de la radicalisation. À notre petit niveau, nous essayons de nous en inspirer pour être un interlocuteur vis-à-vis de l'État et expliquer à l'État et à tous les intervenants professionnels d'ailleurs en rapport avec les attentats, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Je vais vous donner un exemple. L'État vous dit, les policiers qui sont intervenus sur la zone des attentats ou les pompiers qui sont intervenus ont droit à un soutien psychologique. J'imagine que c'est la même chose pour les sociétés de sécurité. Généralement, le policier qui lève la main en disant « En effet, j'aimerais un soutien psychologique », la première chose, c'est de le retirer du terrain, de lui retirer son arme et de le plonger dans un désarroi beaucoup plus grand. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? On pense que non, à part dans les cas les plus extrêmes. Donc notre rôle, c'est d'aller raconter ces histoires, d'aller collecter tous les ressentis individuels, de les partager avec l'État et d'être un interlocuteur, une certaine forme de lobbying. Ce que je vous ai dit là, c'est des questions de fond. Alors que le temps avance, on voit que l'urgence disparaît, à part dans les cas les plus extrêmes qui n'ont malheureusement pas été pris en compte à temps, et que un temps long s'installe, avec des problématiques complexes dans lesquelles tout le tissu social français peut être impliqué. Si je fais référence aux municipalités, nous avons évidemment des problèmes de logement pour, par exemple, des grands blessés qui ont besoin de logements adaptés. La mairie de Paris est, dans notre cas, un de nos interlocuteurs privilégiés et a été, j'ai pas peur du terme, infaillible sur le sujet et nous a vraiment toujours aidés. C'est pas parce que l'attentat a eu lieu à Paris qu'il n'y avait pas des provinciaux ou des étrangers. Notre rôle, c'est aussi d'aller parler aux municipalités, aux ambassades et de faire remonter ce genre de problème. L'emploi. 2 ans, un peu plus de 2 ans après les attentats, les gens qui se sont mis en arrêt de travail commencent à arriver au bout du temps qu'ils peuvent passer de manière simple en arrêt de travail, ont envie de se réinsérer dans la société. Pour beaucoup, les attentats ont été vraiment une rupture également dans la vie professionnelle. Ils ont envie de se reformer, de se réinsérer. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on apprend aux employeurs que, oui, ce sera sûrement un salarié qui sera à mi-temps thérapeutique? Non, ce n'est pas un salarié inapte. C'est également le rôle des associations, et c'est notre rôle de parler avec l'État pour lui dire, ben voilà, nous on ressent les choses de cette manière-là, qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Le message dans tout ça, c'est que les victimes de terrorisme veulent être traitées normalement, et que l'objectif, c'est de revenir dans la société sans être marqué ni du sceau de l'infamie, ni du sceau du handicap permanent, et que pour ce faire, il y a un travail pour lequel on a besoin d'être aidé. On a de la chance en France, on est extrêmement bien aidé, mais comme toujours, c'est assez complexe. Les rouages de l'administration, les rouages des différents services qui peuvent nous aider, les rouages de l'indemnisation sont des sujets compliqués sur lesquels même l'État n'a pas toujours la main. L'État est très fort à créer des bidules qui commencent à avoir une vie propre.
Et le rôle des associations et le rôle des victimes, c'est d'aller secouer tout ça, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de voir ce qu'il en sort. Ce qui est important aussi pour les victimes de terrorisme, c'est quand même d'être reconnues. Et il y a une reconnaissance symbolique qui est importante. Je pense que vous avez vu qu'il y a eu la création d'une médaille de reconnaissance pour les victimes de terrorisme. Alors, ce n'était pas une revendication de notre association. Et a posteriori, on se rend compte que nos membres sont extrêmement contents de cette médaille. Le parallèle qui peut être fait, c'est le militaire qui va au combat et qui revient avec la médaille du Tchad. Ça ne veut pas dire qu'il était heureux d'être là. Ça veut dire que l'État commémore le fait qu'il a participé à une action. Pour le terroriste, c'est la même chose. De la même manière, le décès du colonel de gendarmerie récemment montre la nécessité pour un groupe constitué de victimes ou pour une nation tout entière d'avoir des héros vers lesquels elle peut se reporter. Si vous regardez dans tous les attentats, il y a des actes héroïques. Et ça peut être, notamment dans le cas du Bataclan, un agent de sécurité privée. Et donc on se bat aussi pour qu'il y ait cette reconnaissance symbolique. On se bat pour qu'il y ait des monuments qui commémorent. Et que ces monuments ne soient pas juste un endroit auquel personne ne va, ou juste les victimes, mais pour que ça s'inscrive dans une démarche sociétale et une démarche scolaire dans l'idéal. Parce qu'il va falloir que l'école s'empare de ces sujets et s'empare de cette période sombre de l'histoire de France et de la manière dont la société combat le mal du terrorisme islamiste. De la même manière, le rôle d'une association de victimes, c'est d'éviter les amalgames. C'est d'éviter les amalgames avec la communauté musulmane, c'est d'éviter de demander la peine de mort, c'est d'éviter d'être outrancier. Et ça participe du fait de replacer les victimes dans la société française. Ça, c'est là où nous en sommes actuellement. Il reste encore aussi un temps long, qui est le temps de la justice. La justice, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui fonctionne bien, du moins si on demande aux juges si ça fonctionne bien. Les juges ont une très haute opinion du droit, ce qui est bien, et une très haute opinion du processus judiciaire tel qu'il se pratique en France. Ils ont, j'allais dire, assez peu de considération pour les victimes. Je ne parle pas en termes humains, je parle en termes de process, pour reprendre un terme anglo-saxon. Et nos combats actuels sont dans comment est-ce qu'on humanise la justice, comment est-ce que les victimes ne sont pas juste des numéros. Comment est-ce que ce n'est pas les 130 victimes du 13 novembre, mais c'est monsieur qui était à tel endroit en terrasse et qui est vivant, madame qui a perdu son fils. Voilà où nous en sommes actuellement. Il y a une réforme, par exemple, de la justice qui arrive et qui va probablement passer en relecture au Sénat en amont. On a été consulté sur la partie indemnitaire, sur la partie création d'un parquet national antiterroriste. Je pense que les victimes n'ont pas été jugées assez intellectuellement dignes pour être consultées. Ça fait partie de ce pourquoi il est nécessaire d'avoir des associations et de ce pourquoi les victimes ont envie de se regrouper. Avant d'être une association, on est surtout un regroupement. L'association nous permet d'avoir une légitimité, mais on veut surtout porter des messages communs. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'être victime, ça peut arriver à tous, et que ça peut vous arriver individuellement, mais que pour en sortir, ce sera un travail collectif, un travail entre victimes et un travail de la société, et que c'est seulement à ce prix-là qu'on peut entamer une démarche de résilience efficace. Et malheureusement, une des choses qui nous rappelle que le travail n'est pas suffisant, c'est que les attentats n'ont pas fait 130 morts, ils en ont fait plus. On a des suicides régulièrement. On a eu le 16 novembre dernier un jeune qui était au Bataclan, qui n'a jamais voulu parler à une association, jamais voulu parler à un psy, et à qui l'anniversaire des attentats a fait commettre l'irréparable quelques jours plus tard. Ce n'était pas le premier exemple, on avait déjà eu un suicide aux États-Unis. Mon message, c'est que l'accompagnement, c'est l'affaire de tous, et que c'est l'affaire de toute la société française. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir invité. Si vous avez des questions. Alors j'en ai peut-être une, moi, tout simplement. 2 ans après les attentats à Paris et à Saint-Denis, nombre de figures associatives passent la main, exténuées par leur lutte pour défendre les droits des victimes du terrorisme. Oui. Je pense qu'elles passent la main pour 2 raisons. Évidemment, parce que le combat est dur.
Également parce que le combat est très politique. Et la politique du gouvernement Hollande avait été de faire participer à travers le secrétariat d'État les associations de manière très intense. Ça a été un travail très usant. Et il y a eu une petite période de flottement avec le nouveau gouvernement avant que soit nommée la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Et cette période de flottement a fait qu'il y a eu une usure de l'attente. Le deuxième facteur, et c'est là que j'ai eu de la chance d'être très soutenu et d'avoir tout de suite un bon psychologue, c'est que beaucoup des personnes qui s'engagent dans les associations immédiatement pensent d'abord aux autres avant de penser à elles-mêmes. Et moi, j'ai une psychologue qui m'a forcé à avoir un équilibre et qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui. Mais c'est sûr que c'est un rôle qui ne peut pas être tenu indéfiniment. Surtout, encore une fois, je ne sais pas si pour une réinsertion dans la société, il est souhaitable de rester la victime numéro 1 longtemps. Je pense que ça, c'est une des vraies questions. Merci. Merci.